Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Anstia. Donc on reçoit aujourd'hui avec nous qui prépare ce webinaire notre partenaire Ubicast. Et salut Jean-Marie. Et Bonjour bien à tous. sûr, on aura des témoignages comme d'habitude dans ce webinaire et avec Christian et puis Maxime qui nous accompagneront pour la suite. Alors le sujet, donc quand même, on essaye dans Anstia de trouver des sujets qui peuvent parler un peu à tous nos adhérents. Et il nous semblait important d'aborder justement la diffusion des vidéos et comment on diffuse des vidéos, mais pas seulement en pédagogie, parce que justement, on a beaucoup parlé de ça, mais aujourd'hui aussi, comment on est à la croisée des chemins, du coup, entre l'événementiel et la pédagogie. Et puis voilà, notre partenaire Unicast, justement, par rapport à tout ça, a plein de choses à nous dire. Donc, je te remercie, puis je te donne la main. Alors, comme d'habitude, à part s'il y a des gens qui ne seront jamais venus, j'aime bien faire style qu'on fait des webinaires tous les jours comme ça. Donc, euh, si vous avez envie de poser des questions, donc soit sur YouTube et soit sur la conversation dans Zoom, et nous répondrons à vos questions. Donc, il y aura une partie questions-réponses pour ne pas arrêter les témoignages en plein témoignage. Donc, nous ferons une partie questions-réponses à la fin du coup de notre présentation. Donc, je te donne la main, Jean-Marie. Merci Sandrine. Bonjour à tous. Alors, je me présente. Je m'appelle Jean-Marie Cognet. Je suis le cofondateur et je suis le PDG de la société Ubicast. Je vais vous partager quelques diapos pour illustrer mon propos. Alors, hop, je vais partager mon écran. Tac. Hop. Et aujourd'hui, je suis ravi d'être avec vous pour ce webinaire en partenariat avec l'Anstia pour qu'on parle des solutions de vidéo learning et donc, comme l'a rappelé Sandrine, que la vidéo, elle est à la croisée des chemins dans l'enseignement supérieur, elle est à la croisée des chemins entre des aspects pédagogiques et des aspects événementiels. Et alors, j'ai le plaisir, et je suis ravi d'avoir autour de moi aujourd'hui deux témoignages, deux témoins. Donc, Christian Alliot de l'Université Rennes 2, qui dirige le service Créa, et Maxime Hervé de l'université Lyon Lumière. Et donc, on va pouvoir éclairer ce sujet tous ensemble. Alors rapidement, Ubicast, on a créé la société en 2007. On était peut-être en avance de phase. En tout cas, on a commencé avec des matériels de captation et puis aujourd'hui, on a, vous le verrez après, du matériel pour la captation, mais aussi et avant tout une plateforme vidéo pour la diffusion de ces contenus. On a des clients dans plus de 25 pays. On est une boîte, aujourd'hui, on est pas loin de 25 collaborateurs. Et comme vous voyez, on baigne dans notre écosystème. On a été incubé dans une école d'ingénieurs au tout début, Télécom Sud Paris. On a été lauréat du concours national d'innovation au OSEO en 2008, qui nous a permis de démarrer notre programme de R&D. Et puis aujourd'hui, on est membre de BPI France Excellence, donc on est ciblé, on est dans le pool de 2-3 000 entreprises de BPI comme jugées à fort potentiel. On est un des membres fondateurs de l'association EdTech France qui rassemble un peu plus de 300 entreprises de la EdTech française. Donc nous, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc vous voyez, j'ai mon petit badge EdTech France. Moi, je suis très actif dans le groupe de travail sur les thématiques liées à l'enseignement supérieur dans l'association. Donc voilà, et il n'est pas là, mais c'est un tort, et Christian me le fera certainement souligner. Nous sommes aussi membres du AV User Club, qui est une association française qui rassemble des gens intéressés par les thématiques de l'audiovisuel, qu'ils viennent de l'enseignement ou de l'entreprise. Donc on baigne dans cet écosystème. Alors rapidement, pour rappeler l'ambition du Bicast, l'ambition qu'on s'est donnée en tout cas, c'est d'améliorer le succès des étudiants en faisant de la vidéo une commodité engageante, collaborative et pérenne, tout en contribuant au monde des données avec des métriques pertinentes. Alors cette fin peut paraître abstraite, mais l'idée qu'on en a en tout cas chez Bicast, c'est d'essayer de vous aider à créer de la métadonnée, de la donnée qui va pouvoir être exploitée dans un futur plus ou moins proche pour qu'on aille vers l'identification de traces d'apprentissage, de l'adaptative learning, etc. Et cet enjeu, c'est aujourd'hui qui se prépare en préparant de la donnée. Parce que tout le monde dit je fais de l'IA, etc. Seulement faire de l'IA sans avoir la data, ça ne sert à rien. Et donc nous, notre rôle, c'est de vous aider à constituer un corpus de données dès aujourd'hui. Et puis améliorer le succès des étudiants parce que nos études, les études qu'on trouve sur Internet nous le disent, les étudiants sont
sont intéressés par le média vidéo, aiment compléter les temps synchrones d'apprentissage avec de l'asynchrone, là où nous, en tout cas, on positionne notre valeur ajoutée. Et on essaye d'en faire de cette vidéo une commodité, c'est-à-dire extrêmement facile à créer, à partager, à diffuser, et puis engageante, collaborative et pérenne. Et vous verrez, c'est avec notre lecteur vidéo, on essaye vraiment de faire en sorte que l'étudiant soit investi dans son apprentissage et ait des moyens d'interagir avec son contenu et ne soit pas juste passif devant le média. Euh, le niveau de voilà bon là c'est une petite carte. Alors en France on a pas mal de clients notamment dans l'enseignement supérieur, et puis on rayonne aussi à l'international. Et puis sur nos gammes de solutions, je vous l'ai dit tout à l'heure, une partie en amont, on capte qu'est-ce qu'on met dans la salle pour pouvoir numériser ce qui se passe. Et puis surtout, la plateforme vidéo qui s'appelle le Media Server aujourd'hui, qui permet d'indexer, d'éditer, de s'intégrer avec les plateformes d'e-learning quand il faut et d'analyser les résultats. Mais particularité du Media Server, il a aussi une page d'accueil qui peut être complètement personnalisée et qui peut être utilisée à des fins publiques. Et donc, c'est un des thèmes de ce matin, c'est comment une seule et même plateforme peut aborder des thèmes très internes liés à la pédagogie, liés à l'intégration des contenus dans le LMS. Et puis l'autre versant, c'est comment on peut aussi avoir des contenus publics et rayonner vers l'extérieur de l'établissement avec une seule et même plateforme. J'enchaîne sur le sujet du jour, donc les plateformes vidéo. Alors, comme vous le savez maintenant, ça fait 2 ans, on a fait la 2e édition d'une enquête auprès des établissements de l'enseignement supérieur public en France. Et donc, cette année, en plateforme vidéo, on est super fiers dans l'équipe et toute l'équipe d'Ubicast se joint à moi parce que on arrive comme la première plateforme en termes d'utilisation. Donc, on est passé de 20% en 2019 à 32% en 2020 d'utilisation parmi les gens qui ont répondu. Et donc ça, c'est une immense fierté pour nous et une grande reconnaissance. On en est très fiers et on l'accueille avec une grande humilité. On est vraiment à vos côtés pour faire évoluer les choses, l'outil, pour qu'ils soient encore plus en phase avec les besoins. Ce qu'on peut dire sur ces plateformes vidéo, c'est que cette année, sur l'année 2020, on a vu une baisse de l'utilisation de YouTube et également une baisse de l'utilisation de solutions dites maison. Alors, en fait, dans notre analyse, on en a déduit qu'avec la pandémie, il a vraiment fallu se professionnaliser parce qu'on ne pouvait plus faire des petits tests. Là, c'était un composant essentiel de la continuité pédagogique. Et dans cette optique-là, il devenait compliqué de faire des choses avec YouTube où les contenus sont très publics, voire monétisés. Alors, pour un contenu de cours, c'est un peu compliqué. Et puis, les solutions maison, si le développeur en interne, il a quitté ou il a changé de poste et ou il a quitté l'établissement, ça devient compliqué à pérenniser. Et donc, on a vu ce basculement cette année, on l'a observé en tout cas. Et puis, pour finir sur mon introduction, les usages de la vidéo pédagogique, c'était la première question qu'on posait dans notre enquête. C'est est-ce que vous mettez des vidéos pédagogiques à dispo des étudiants? 100% des répondants affirment oui, nous disent que oui. Et quand on creuse, quels sont les types de vidéos pédagogiques utilisées? Eh bien, le premier, c'est la décentralisation de la production. Donc, en fait, on a demandé aux enseignants de créer des capsules de cours pour qu'on puisse en faire plus. Le deuxième, c'est l'enregistrement de cours présentiels, et notamment avec des aspects de diffusion en direct. On l'a beaucoup vu avec l'hybridation, enfin en tout cas le comodal qui s'est mis en place l'été dernier. Et le troisième, c'est la réalisation de capsules vidéo par les pôles audiovisuels à deux fins. La première, c'est de mettre des capsules de cours très bien, joliment produites dans le LMS, mais également de l'utiliser à des fins de rayonnement externe, plutôt dans des MOOC ou ce genre de programme. Et enfin, le dernier usage, qui est remonté en tout cas fort, c'est la production de contenu événementiel, les colloques, les conférences, et puis Christian pourra nous donner d'autres exemples pour Rennes 2 notamment. Donc là, on voit que dans les 4 usages, il y en a 2 qui relèvent de la pédagogie et 2 qui relèvent de l'événementiel, de l'audiovisuel vraiment pur et dur. Et donc, c'est ça qui nous a poussé à choisir ce thème avec vous aujourd'hui. Et donc, je vous remercie d'avoir écouté cette introduction et je vais passer la main à Christian. Oui, eh bien, bonjour. Donc, moi, je suis Christian Alliot. Donc, certains me connaissent. Donc, je suis le directeur du CREA, qui est le service audiovisuel de l'Université de Rennes 2, un service centralisé, c'est-à-dire que, éventuellement, contrairement à un certain nombre de services audiovisuels qui ont été réorganisés, qui ont été disloqués pour certains, etc. Nous, on est resté service audiovisuel et on est resté un service centralisé, c'est-à-dire que nous sommes les
uniques interlocuteurs en termes d'audiovisuel. Ça veut dire la gestion de toutes les infrastructures, mais ça veut dire aussi un centre de presse, ça veut dire une unité de production, de captation. C'est aussi un centre d'ingénierie multimédia pour faire des contenus, etc. C'est une web TV et une plateforme multimédia, un web média qu'on a créé et sur lequel on dépose tous nos contenus, sur lequel on fait aussi du live, mais justement les choses sont en train d'évoluer et justement on va parler de médias serveurs. Voilà, c'est une salle de spectacle, etc. Donc c'est 25 personnes, entre 20 et 25 en fonction un peu des activités, mais enfin il y a une vingtaine toujours, et donc vraiment dédié à l'audiovisuel. Alors moi, si vous voulez, en tant que responsable d'un service comme ça, je dois répondre à des demandes. Et voilà, et donc avec la pandémie, elles se sont élargies, multipliées. Alors, il y a des demandes par rapport à la formation. Donc, bon, on a effectivement des stations de captation, etc. Enfin, on a trouvé plein de solutions. Mais moi, je vais parler plus de l'événementiel. Quelqu'un peut-être parlera d'autres. Donc, on a effectivement des stations et qui nous permettent de répondre à l'événementiel. Alors, l'événementiel, c'est quoi? C'est tout ce qui est colloque, tout ce qui est séminaire, mais c'est aussi les journées portes ouvertes, c'est les AG du personnel, c'est des sessions de pré-rentrée, j'en reparlerai peut-être éventuellement, et c'est des conférences régulières, des concerts. Alors, ça va de la petite conférence à des choses beaucoup plus importantes. Nous, on travaille avec l'opéra, on travaille avec le centre des congrès, etc. Là, on est en train de préparer les prochains GIRES qui auront peut-être lieu à Rennes. Là, ce n'est pas encore défini, mais là, c'est un truc énorme. Par exemple, donc on risque d'être associé peut-être à tout ce qui est captation. Donc, voilà. Donc, on a des réponses à apporter à des demandes qui sont très diverses. Alors, moi, en tant que responsable, j'ai des outils. Donc là, vous voyez à gauche, j'ai de quoi capter dans un amphi, un cours, un événement, une assemblée générale, un colloque, etc. En même temps, j'ai aussi comment dire, des régies multicaméras, des studios son, des studios d'encodage, notre propre canal de web média, etc. Donc, en fonction de la demande, je mets en face une solution en fonction de l'enjeu, etc. Voilà. Je ne vais pas aller filmer un concert à l'opéra avec une station Ubicast. C'est clair que Ubicast, ça marche bien, mais ce n'est peut-être pas l'outil idéal pour aller filmer un concert. En revanche, une assemblée générale des personnels, pourquoi pas. Et puis, l'intérêt, en revanche, de la solution Ubicast, où on a des stations de captation, il y a aussi le média serveur. Et le média serveur, nous, on s'en sert maintenant pour diffuser le direct. C'est-à-dire que ça fonctionne très, très bien. Et donc, on met alors, toutes sortes de sources, mais ça peut être entre autres toutes nos captations multicaméras qui sont assez importantes, on les met sur le média serveur. Donc, et c'est le média serveur maintenant qui nous sert de plateforme pour le streaming. Alors après, on bascule ça sur l'Erdu, qui est notre web média, parce que on a toute l'interface et l'ergonomie, la recherche, c'est notre station, mais le média serveur nous sert vraiment à ça. On est même en train de développer d'autres systèmes, parce que je parlais. Ce matin, on a fait des tests justement parce que la pandémie a changé beaucoup de choses, a changé les usages, a changé les attentes. On attend maintenant du collaboratif, c'est-à-dire qu'avant, on captait, on mettait en ligne, enfin, on mettait un streaming et les gens regardaient. Maintenant, ils veulent du collaboratif. Donc, maintenant, on est en train d'essayer de développer. Alors, on est en train de tester justement le chat qu'il y a sur le média serveur. Je pense qu'avec les équipes du Bicast, il faut qu'on travaille pour aller plus loin parce que l'interface, bon, il faut qu'elle soit un peu plus sexy peut-être, la boîte de dialogue, enfin, on dit ergonomique, hein, donc voilà, on va la rendre. Donc il y a des choses à faire. Et ce que j'aime bien avec Ubicast, c'est qu'ils sont à l'écoute, on peut faire des choses. Donc voir si on peut faire des choses. Il y a des captchas là, qui sont un peu emmerdants et tout ça. Voilà. Donc on est là-dedans.
un autre événement, par exemple, c'est la pré-rentrée. Chez nous, on fait des réunions de pré-rentrée, c'est-à-dire on accueille tous les étudiants qui sont 25 000, donc on les accueille tous, mais en fonction de L1, L2, L3, en fonction de leur niveau, etc. Et c'est des réunions d'information pédagogique, scolaire, enfin autour de la scolarité, mais aussi autour du sport, de la culture, etc. Donc, il y a plein de journées d'information. Ils sont dans des amphis et il faut que tout le monde bénéficie de l'information. Et en plus, nous, on a des cohortes vraiment importantes. On ne peut pas accueillir tout le monde, donc on rediffuse dans d'autres lieux. Alors avant, on tirait des fils d'un amphi vers l'autre. Maintenant, on se sert des stations Ubicast. On diffuse en live, et puis dans les amphis qui réceptionnent, on est juste un lien Internet, on diffuse sur le vidéoprojecteur, et ça marche du feu de Dieu. Il y a une belle organisation à faire. Nous, on a 15 jours de pré-rentrée, c'est énorme, parce qu'on a des programmes qui sont pour des cohortes, et puis après un programme plus général, donc on va diffuser dans 3 amphis, et puis à 10h30, on va diffuser dans 12 amphis, puis après on revient, enfin voilà. Donc, mais ça fonctionne très bien. C'est un événementiel qui nous permet, avec les stations Ubicast, de couvrir vraiment toute la demande, quoi. Donc voilà, j'ai pris quelques notes, voilà, c'est un peu ça. Un autre truc dont on voulait parler, puisqu'on est avec Ubicast, c'est le côté accessibilité. C'est-à-dire que nous, notre pôle relais handicap a acquis un logiciel, alors je ne sais plus comment il s'appelle, de sous-titrage automatique. Et donc, ça veut dire que toutes nos conférences maintenant qu'on décide d'orienter vers les personnes qui ont un handicap, les malentendants, etc., on a un sous-titrage automatique. Et ça marche, mais c'est assez incroyable, quoi. Ça fonctionne, tout le monde est tombé un peu, ça fonctionne vraiment. Et donc, du coup, on a de vrai sous-titrage pour les conférences qu'on décide de rendre accessibles comme ça. Et ça fonctionne bien. Donc voilà, donc moi je suis un chef de service et j'ai des demandes très larges. Voilà, donc là, on voit une photo. Là, on est à l'Opéra, je crois. Là, c'est le poste vision là, qui s'occupe de la lumière, de la balance des blancs, etc. À l'Opéra. Là, c'est le studio son, puisque nous, on travaille à distance. On a la chance d'avoir un réseau de fibre, j'en avais déjà parlé, mais on met juste les caméras dans nos amphis, mais aussi dans le centre-ville, à l'Opéra, au centre des congrès, ailleurs. Et on ramène le signal sur le campus et on a une régie centralisée donc, qui fait la réal, image. Et puis là, le son, c'est dans le studio son. Voilà, à gauche, c'est la station centralisée. Là, on est dans le multicam. Hein, donc, ça nous permet donc de faire une vraie belle captation multicaméra. On ramène toujours les signaux dans cette régie. On peut en monter une deuxième à côté éventuellement. Ce qui fait que la régie elle est tout le temps installée, elle est tout le temps opérationnelle, toujours prête avec des stations d'encodage à côté, etc. Et donc, et puis le studio son au milieu, là, où on peut aussi, quand on a des événements qui nécessitent d'avoir un mixage important, on le fait dans ce studio qui est vraiment acoustiquement bien prévu, etc. Avec 2 écrans qui nous permettent de voir un plan large, ce qui se passe un peu, et puis à droite, la réal. Voilà, donc moi, quand on me demande quelque chose, je suis à l'écoute de l'usager. Qu'est-ce qu'il veut, quoi. Ça veut dire qu'on fait aussi du Zoom. On fait beaucoup, beaucoup de Zoom. Mais maintenant, alors avant, on faisait du Zoom. Chacun était chez soi. Après, on a fait quelques petits groupes. Donc, on a quelques polis, il y a les gens à verre, enfin, etc. Les bars avec les caméras, etc. Maintenant, on est dans une autre dimension. C'est-à-dire que les gens veulent faire des séminaires, des colloques, mais avec du présentiel dans des grands lieux. Et moi, ma problématique, qui est, je pense, la problématique de beaucoup, c'est comment on fait pour capter dans des grands lieux et se retrouver sur des webconférences. Voilà, donc on est en train d'installer des multicams, etc., du Zoom, mais aussi du direct, parce qu'on n'est pas non plus peut-être en mesure d'accueillir 300 personnes avec du Zoom. Il faut des licences un peu particulières, etc. Donc, le côté je diffuse en live, mais quand même avec du collaboratif, avec du chat, avec des choses comme ça peut être intéressant. Donc, on est un petit peu
en période transitoire. Là, voilà, la pandémie a fait créer beaucoup de choses. Les outils arrivent. Je pense qu'il faut que nous, services audiovisuels, on soit aussi en mesure de proposer des solutions, différentes solutions. Et c'est bien d'avoir, enfin en tout cas moi j'ai une palette d'outils et je réponds en fonction de la demande. Et dans cette demande, il y a les outils Ubicast, voilà, mais parmi d'autres, hein, voilà. Mais voilà ce que j'avais à dire un peu. Voilà. Merci Christian. Je me permets juste de rebondir rapidement sur le côté accessibilité dont tu parlais et sous-titrage automatique. Alors, parfois, c'est inclus, c'est gratuit dans certaines solutions. Ça n'est pas le cas chez Ubicast, et je vais l'expliquer, hein. On a un partenariat avec une autre boîte française qui s'appelle Otot, et on a intégré leur service dans notre solution de plateforme vidéo. Le truc, c'est qu'Otot, c'est leur métier, et ils font ça en partenariat avec des labos de recherche dans des universités françaises. Donc, ça marche particulièrement bien sur la langue française. Et donc, c'est aussi pour ça. On aurait pu intégrer les outils open source de la fondation Mozilla ou de Google ou d'autres, mais on a pris le choix de faire quelque chose de quali avec un partenaire. Voilà, et nous, c'est le relais handicap a trouvé ça vraiment bien. Ils ont fait le pari de l'acquérir. Ils ont les moyens parce que c'est quelque part pour eux c'est un outil vachement important et donc ils avaient les moyens de l'acquérir, hein. C'est pas donné, hein. On frôle les 10 000 euros annuels, hein, un truc comme ça, enfin un petit peu moins, enfin bon voilà. Donc c'est pas rien, mais en revanche c'est un vrai outil et qui s'intègre complètement dans la démarche d'accessibilité. Juste me permets de rebondir parce que c'était une question du coup voilà, de quelqu'un qui nous regardait d'avoir la référence du logiciel. Donc, c'est bien Autot et ça fait partie d'une offre Ubicast, hein. Voilà, c'est ça, en fait, Autot, il fonctionne par mode de crédit, c'est-à-dire qu'on achète des minutes transcrites. Et en fait, le partenariat qu'on a monté ensemble avec Olivier, le patron d'Autot, c'est que intégré dans notre outil, parce qu'on a intégré leurs API, on peut corriger les sous-titres depuis la plateforme Ubicast. Enfin bref, on a bien intégré les deux solutions. On est en mesure de proposer une offre illimitée, c'est-à-dire qu'on n'est pas limité par le nombre de minutes. Parce qu'on sait, dans vos contextes d'enseignement supérieur, c'est très compliqué de se projeter sur combien de minutes je vais avoir à sous-titrer cette année. Et surtout quand on l'applique sur des contenus de cours, où là, on peut en avoir des kilomètres et des kilomètres, des amphis de 2 heures, il peut y en avoir un sacré paquet dans l'année. Donc, c'est le deal qu'on a ensemble. Donc oui, Autot. Ouais. Juste pour rebondir du coup sur des questions, Christian, peut-être je me demandais pour être plus interactif, on va passer à la présentation de Maxime, mais je garde les questions parce qu'il y a et je te les poserai à la fin comme ça. D'accord? Pas de problème. Donc voilà, bonjour, moi c'est Maxime Hervé. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Je ne suis pas à l'aise, hein, alors donc je vais faire ce que je peux. C'est bon, vous voyez quelque chose dans partager l'écran? Pas encore. Attendez. Ça arrive. C'est la première fois que j'utilise Zoom, donc forcément. Il n'y a pas de souci, Maxime. Ça me demande des configurations. Jean-Marie, oui. Maxime, si tu veux le présenter un petit peu pendant que justement il fasse la présentation, mais ça nous permet un petit peu de savoir pourquoi. Voilà, parce que l'idée, c'est aussi que nos partenaires aillent chercher eux-mêmes des témoins. Et donc, vous voyez quelque chose là? Oui, ça y est, on voit l'écran. Bon, on va quand même te présenter. Oui. Et effectivement, on a commencé à travailler avec l'Université Lyon Lumière 2 l'été dernier ensemble et on a commencé fort. Maxime va présenter ce qu'on a fait ensemble. Il y a eu beaucoup. Le premier axe, et Maxime, tu me coupes si je dis des bêtises, le premier axe, c'était de pouvoir faire du comodal, c'est-à-dire que les amphis puissent être diffusés en direct pour qu'on ait une partie des étudiants dans la salle et une partie à la maison. Voilà. Mais de là, se sont développés d'autres usages.
Donc, voilà. Donc, moi, j'ai pris le webinaire un petit peu dans un sens un petit peu plus parallèle. Je pense que l'ANSIA en a déjà parlé globalement, mais bon, je voulais faire un retour sur nous, à l'Université Lyon 2, comment on s'était accaparé les outils. Alors, c'est des outils globaux, hein, et forcément, il y a Ubicast derrière, mais il y en a d'autres. Et donc, voilà, globalement, comment j'ai vu les choses. Donc, moi, je travaille à l'Université Lumière Lyon 2. Je suis donc l'université, ça représente 30 000 étudiants, 950 enseignants-chercheurs et 2500 enseignants vacataires. C'est important de remettre les chiffres en tête. Je travaille donc à la DFVE, la Direction de la formation et de la vie étudiante, au service de pédagogie du supérieur. Le rôle et les missions, c'est bien sûr d'accompagner dans la mise en œuvre de projets pédagogiques. C'est aussi un centre de ressources capable de mobiliser les services compétents pour soutenir les démarches des enseignants. En gros, nous, on est les porteurs de voix des enseignants auprès des directions, notamment la DSI, que ce soit pour les usages, leurs besoins et leur satisfaction. Donc, ils reviennent vers nous et nous, on apporte un certain nombre de conseils ou de suggestions. Moi, de mon côté, je suis chargé de projet multimédia au sein de ce service. En gros, je m'occupe des expérimentations des dispositifs et logiciels auprès de la communauté enseignante. En gros, je suis plus orienté vers les enseignants que sur les étudiants. Ça fait le flux, mais c'est dans le sens. Je fais des enquêtes, j'essaye de savoir comment ils s'approprient les outils et j'en recherche les usages. J'accompagne aussi les enseignants dans leur prise en main et dans l'intégration de ces outils au sein de l'enseignement, que ce soit par des accompagnements individuels, des formations en ligne sur Moodle ou encore en groupe, en présentiel. Et ensuite, voilà, la même chose, je peux donner mon avis notamment auprès de la DSI sur des choix autour de ces dispositifs et en faisant des retours d'usage ou des avis des enseignants. J'ai mis 3 petits points parce que je ne fais pas que ça, mais voilà. Alors, donc voilà, moi, mon témoignage, j'ai voulu ce témoignage autour de l'usage de la vidéo, et forcément, il ne peut pas. Ce témoignage est en fonction du contexte sanitaire. Excusez-moi, je parle mal. Il me semblait important de contextualiser cette appropriation au fil des événements que nos enseignants ont subis. Donc, on savait que la première mesure, donc je répète globalement, la première mesure, c'était le confinement qui était subi. Et donc là, les enseignants étaient en mode débrouille. On sait qu'ils ont utilisé les outils de visioconférence. Hein. Il y a eu du streaming live, du différé, du podcast. Enfin, il y en a qui se sont bien débrouillés avec les outils numériques. Il y en avait vraiment beaucoup qui n'avaient pas de problème, mais il y en avait vraiment d'autres qui se retrouvaient déjà en grande difficulté, même s'ils choisissaient leurs outils. Donc, sur la suite, voilà, il y a eu la préparation à la deuxième phase, où la deuxième phase, c'était 50% en présentiel, 50% en distanciel. Donc, ça a demandé une grande organisation, notamment auprès des services de scolarité pour savoir comment on allait départager les étudiants. Forcément, nous, au sein de l'ESPS, dans le cadre des expérimentations, et tous les services de la DSI, évidemment, pour le déploiement et tout ce qui était opérationnel autour du système. Donc aujourd'hui, Ubicast, c'est 40 amphithéâtres et salles qui sont équipés au minimum d'une caméra et d'une box avec 2 sources, la Myris Box 5. Nous avons en plus 2 box, donc avec 6 sources, une qui nous sert, nous, au SPS, pour les expérimentations, de manière à ce que les composantes puissent venir chez nous et tester, tester ce dont ils ont besoin. Notre but, c'est ça, hein,
il y a un fort lien entre Ubicast et nous pour essayer de faire correspondre l'outil à ce qu'on veut. Alors, ce n'est pas toujours facile, mais ils sont là, ils sont derrière et ils se débrouillent, ils font comme ils peuvent. Et on va avoir un petit peu comme Monsieur Alliot au service audiovisuel qui va servir également pour l'événementiel. Donc, on a eu la... Excusez-moi. Voilà, la deuxième phase, ça a été la rentrée. Pardonnez-moi de ce diaporama un peu austère, mais les enseignants, ils sont arrivés, donc ils ont fait leur CM en amphi, ils ont fait leur TD en visioconférence, donc on avait plusieurs outils de visioconférence à disposition. Nous, on en a installé un, Blue Button, vraiment en dur, et ils pouvaient utiliser globalement Teams. Déjà, il y avait eu une difficulté dans la prise en main rapide des outils. Pour eux, c'était relativement complexe d'arriver dans le cours, de se retrouver face à une caméra. Ils n'étaient pas habitués. Il y a eu aussi une difficulté dans l'organisation de leur cours parce que, encore une fois, ils n'étaient pas habitués à avoir un support vidéo. Ils ne savaient pas comment le prendre en main. Ils ne connaissaient pas leurs droits. Donc, c'était vraiment dur pour eux. Ça a été dur pour les équipes, notamment pour les équipes support de la DSI, parce que, et pour les prestataires. Hein, il ne faut pas oublier que l'installation s'est faite en 3 mois globalement. Donc, il a fallu installer toutes ces salles vraiment rapidement. Donc, c'était, comme je l'ai noté, comme je me le suis noté, c'est du one-shot. C'est-à-dire qu'on a installé, il n'y a pas eu de test. Des enseignants ont été pris sur le vif et roule ma poule. Et donc, pour les aider, nous, on a mis ce qu'on appelle des apparaîteurs. Donc, c'est des jeunes qui sont là présents et qui pouvaient justement aider l'enseignant juste avant le cours. Donc, ils leur mettaient en place la vidéo, ils se prenaient en vidéo et comme ça, le cours était pris. Donc, il y avait forcément des étudiants à distance, 50%, et d'autres qui étaient présents. On a eu des formations de masse, évidemment, hein, qui puissent, pour les aider dans les outils, que ce soit auprès des Mirisbox, notamment pour les cours magistraux, mais aussi pour un début du média serveur. Nous aussi, comme j'entendais M. Ayot, on a limité certaines fonctionnalités, notamment la fenêtre d'annotation. Elle est très intéressante. Le problème, c'était le fait qu'il rentrait avec une difficulté supplémentaire. On avait déjà beaucoup de difficultés à leur faire intégrer la vidéo. C'est quand même un outil à prendre en main. Donc, ajouter cette fonctionnalité qui est vraiment dure à faire apprendre me paraissait un petit peu trop. Donc, on l'a déployé un petit peu plus tard. Bon, j'espère que je ne vais pas trop vite. La suite, en effet, c'était le reconfinement, tout le monde chez soi. Et là, il a fallu, une fois de plus, que les étudiants se redébrouillent, reprennent un nouvel outil en main. Même si c'était à la base, on avait la Mirisbox et le Media Server, maintenant, il fallait se débrouiller seulement avec le Media Server. Et c'était encore une nouvelle découverte. Il a fallu apprendre une nouvelle façon de gérer l'outil. Il a fallu, il y avait des difficultés de prise en main avec les outils qui étaient autour du média serveur, hein, que ce soit les navigateurs, mais aussi il y en a qui ont fait du live avec OBS, donc on les a aidés là-dessus. Et une difficulté dans les organisations du cours, encore une fois, parce que c'est toujours pas un outil forcément évident à prendre en main, surtout quand c'est pris rapidement comme ça a été le cas. Donc pour les aider, nous on a eu des problèmes de serveur, notamment avec Blue Button. Donc il y a eu des ajustements qui ont été faits en plus. Donc ça a rajouté du stress pour eux, c'était énorme. On a mis à jour du matériel pour gonfler un petit peu ce qu'on avait. On a fait des accompagnements au cas par cas, donc des coups de téléphone, des cours, des formations en ligne, tout ce qu'on a pu faire. Et du côté des étudiants, nous, l'université Lyon 2, parce qu'il y en avait qui avaient des problèmes aussi
lecture, hein, parce qu'il y a tout ça, voilà, parce que j'ai oublié de parler de la saturation de ces outils, mais de la bande passante aussi, et des étudiants se retrouvaient avec rien. Donc, l'université leur a proposé du matériel, une clé 4G. Ça a permis d'ouvrir plus facilement les étudiants à ce nouveau média. Donc, aujourd'hui, c'est le retour en partie sur site. Hein, c'était à partir du mois de février, je crois. Mais déjà, on a senti à partir de février qu'il y avait déjà une meilleure gestion de la comodalité. Hein. Les enseignants, ça y est, ils ont commencé à prendre en main. C'est pas les rois de l'outil, hein, ils ne se débrouillent pas comme nous, on les utilise, mais il y a déjà une meilleure prise en main de cet outil, avec une meilleure organisation du distanciel dans leurs cours. Alors, évidemment, quand je parle de ça, ça veut dire que moi, les retours que j'ai, c'est qu'il y en a de plus en plus qui veulent monter des projets pédagogiques incluant ces dispositifs. Alors, évidemment, on parle du LMS, nous, c'est Moodle, mais on parle aussi de ceux qui veulent faire des événements, qui veulent faire proposer ces vidéos ailleurs. Alors, donc là, il y avait une ouverture de droit sur l'extérieur. Ils sont plus créatifs aussi parce qu'ils vont créer des vidéos plus courtes et mieux chapitrées. C'est-à-dire qu'au tout début, en gros, ils faisaient un cours. Donc, on avait 1h45 de vidéo. Donc, ça posait déjà des problèmes parce que s'ils se trompaient, on avait des difficultés à reprendre ces vidéos. Aujourd'hui, ils chapitrent, ils découpent. Donc, il y a une meilleure gestion de ce côté-là. Une meilleure gestion de la rediffusion aussi, ils savent ce qu'ils doivent rediffuser aux étudiants, donc ça leur permet justement pour les étudiants empêchés de profiter de ça. Meilleure gestion de la rediffusion aussi en capturant l'écran, c'est-à-dire que pendant une visioconférence, ils vont capturer leur écran, ils vont reprendre l'écran, ils vont déposer ça sur le média serveur et ils reprennent. Donc, il y en a beaucoup qui font ça, ce qui permet vraiment aux étudiants empêchés de récupérer leur TD, de ne pas être à l'arnaque. Ça, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment très riche. Et donc, une utilisation de la plateforme Moodle, évidemment. Nous, de notre côté, pour les aider, on les aide dans l'intégration de tout ça, parce que forcément, il y a encore des petits cafouillages. Et du côté de la DSI, il y a des nouvelles constructions de salles commodales qui vont nous permettre d'expérimenter des nouveaux outils, d'expérimenter la Mixbox un petit peu plus largement, et ainsi de suite. Donc, la cinquième phase, je l'ai mis avec des petits points d'interrogation. C'est demain. Je ne sais pas ce qui va se passer pour demain, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que nos enseignants, ils ont une bien meilleure prise en main de tous ces outils. Alors, je ne parle évidemment pas que du Bicast, hein, encore une fois, mais on sent qu'ils sont plus à l'aise avec le numérique. Donc, on parle de vidéo, on parle de messagerie instantanée, mais on parle de visioconférence, comment gérer tout ça. Notamment, par exemple, la visioconférence, on sait que beaucoup souhaitaient avoir la visioconférence pour voir tous ces élèves sur l'écran, et on sait très bien que ce n'était pas possible. Voilà, donc au niveau des statistiques, moi, notre média serveur aujourd'hui, c'est 11 860 vidéos médias qui ont été déposées jusqu'à aujourd'hui, et ça représente 13 000 heures de visio, enfin de vidéos. Donc, c'est pour dire que c'est quand même un outil qui a été fortement utilisé sur la période de octobre, début octobre à aujourd'hui. Voilà, donc pour l'avenir, ils ont été contraints et forcés de les utiliser. Donc, je pense que avec ça, forcément, c'est quelque chose qui va perdurer hein, dans une suite logique. Hein, c'est une suite de bon sens, en fait. Mais si demain encore, excusez-moi, je suis en train de me relire en même temps, mais si demain, nous ne savons pas comment on va subir tout ça, on sait qu'aujourd'hui, le numérique, il s'est adapté. On a une meilleure bande passante, on a de meilleurs serveurs de transit de données, on a une meilleure prise en main. Même si on ne connaît pas encore totalement l'impact sur l'enseignement avec nos étudiants, parce qu'on manque de données
clairement, on manque de données concrètes sur la motivation qu'ils auront en regardant la vidéo, la compréhension, l'assimilation ou la mémorisation. Il faut vraiment avoir des données concrètes. Parce qu'on se le dit, ça coule de source, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Et par ailleurs, et pour nos enseignants, est-ce que c'est facile de transmettre? Est-ce que il n'y a pas est-ce que l'adaptation de leur enseignement correspond à leurs attentes? Est-ce que ça complexifie pas trop leur scénario? Les droits sur les vidéos de demain, qu'est-ce que ça va donner? Donc on n'a pas toutes ces réponses, et c'est des véritables sujets de recherche dans ces domaines qui sont vraiment ouverts. On les attend, ces sujets, ces retours, car ils pourront vraiment nous éclairer. Alors moi, je vais finir parce que, voilà, personnellement, moi, j'y crois. L'objet est vraiment confortable et on aime les objets confortables. C'est aussi bien confortable pour les étudiants, car on peut imaginer qu'ils pourront avoir un accès aux cours dans les moments qui correspondent le mieux pour eux. Hein, on ne parle que des vidéos, hein. Évidemment, les interactions, c'est autre chose, mais certains pourront reprendre un cursus plus facilement, peut-être grâce à ça. Hein. Ça peut être par nécessité, mais ça peut être aussi par soif de savoir, juste pour pouvoir voir un cours comme on se l'imagine. Et puis, on peut imaginer aussi des cursus à plusieurs vitesses. Hein. Enfin, moi voilà, c'est ce que j'ai noté. Puis ça peut être confortable aussi pour des étudiants, hein, qui pourront construire des cours beaucoup plus évolués, avec des moments de transmission et puis des moments de collaboration individuelle. Alors, encore une fois, ce que je dis, c'est que c'est pas fondé, ça relève simplement du bon sens, de mon bon sens en plus. Aujourd'hui, on a besoin de la recherche pour s'approprier tous ces sujets. Voilà, j'ai fini. Pour la suite, si ça veut bien tourner ma page, voilà. N'hésitez pas à écrire à nos services si vous en avez besoin pour échanger autour des sujets dont on a parlé. Et ce sont les adresses génériques, on vous orientera forcément vers le bon interlocuteur. Voilà, je vous remercie de votre écoute et j'espère que je n'ai pas été trop saoulant dans cette histoire. Non, c'était top. Merci beaucoup, Maxime. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment titillé dans ce que tu as dit, c'est le changement en février, on retourne au comodal et directement, on a le sentiment d'une meilleure maîtrise de la part des enseignants. Oui. C'est super rapide parce que nous, on a commencé à bosser ensemble l'été dernier. Et finalement, le premier confinement, c'était en mars 2020. Donc finalement, en moins d'un an, ils ont réussi à s'approprier les choses. Alors que c'est des gens, je ne sais pas si on discutait ensemble il y a 2 ans, tu aurais pu me dire, non, mais eux, on les sauvera jamais, quoi. Et en fait, c'est cette rapidité d'adaptation à la situation. Et puis, le résultat, quand on voit les stats, alors là, tu nous as donné le nombre de vidéos que vous avez. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir le nombre d'heures lues. Moi, en général, quand je vais analyser avec un client l'utilisation du média serveur, quand on regarde les plays, c'est incroyable de voir comment les étudiants les consomment. Moi, à chaque fois, je suis étonné des stats. On en avait parlé avec l'Université de Lausanne, avec Sandrine, sur un autre webinaire il y a quelques mois. Et Jeff de Lausanne nous avait donné des stats complètement incroyables sur le nombre de vues. On était à 200 000 heures vues sur un trimestre, etc. Je suis à 328 000, hein, quelque chose comme ça. Ouais, c'est... Ouais, 328 000, ça commence à faire un paquet. Ouais, sur 11 000 vidéos, ça fait un paquet de plays pour chaque vidéo, hein, quand on fait le rapport. Ça me pose une question. Je peux, Sandrine? Je peux poser une question directe? Bien sûr. Ok. Dans tes slides, tu avais marqué formation en masse. Parce que du coup, la question qui se pose derrière, c'est comment on a réussi à les acculturer aussi vite. Et je me demandais les moyens pratico-pratiques que tu as utilisés. Est-ce que tu as fait des tutos? Est-ce que vous avez fait des grandes réunions internes, des grandes visios, vous faisiez des démos? Ou comment vous les avez pris, les formations en masse? Tout. Okay. On a tout fait. En gros, déjà, on avait le plus fort des remerciements, c'est auprès de la communauté enseignante, parce que c'est eux qui ont été volontaires, c'est eux qui ont pris le stress, c'est eux qui ont utilisé l'outil forcé, hein, ils n'avaient pas trop de choix en plus. Mais voilà, et donc nous, ce qu'on appelle les formations en masse, c'était, on a lancé un appel, il n'y avait pas d'inscription, c'était tout le monde pouvait s'inscrire, on pouvait avoir un amphi de 50 comme des amphis de 30. Le collègue faisait beaucoup de formations à distance via les visioconférences pour Big Blue Button. On a utilisé aussi les composantes qui ont formé en groupe et on prenait à l'arraché. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment, on les prenait comme au cas par cas.
Ouais, Donc, super. il y a du tutoriel. Côté Moodle, on a construit un cours qui s'étoffait au fur et à mesure. C'est un peu le bazar aujourd'hui, mais tout y est à peu près. donc oui, oui, non, si, voilà, la formation en masse, c'était là. Ouais, Super, merci. c'est une de mes questions, Jean-Marie, que j'avais personnellement aussi, du coup, sur l'aspect formation par rapport donc, du coup, on est d'accord, c'est vous, en interne, qui avez formé. Oui, en D'accord. grande partie, ouais. Voilà. J'orientais en gros pour Ubicast, on orientait en partie sur les vidéos qui avaient été créées sur le site. On a rajouté parce que forcément, c'est un outil, surdéveloppé. Il y a beaucoup de choses dans Ubicast. Moi, j'aime beaucoup parce que qui peut le plus peut le moins. Donc, demain, quand ils voudront évoluer vers une direction, quand les enseignants voudront évoluer, on sera en mesure de proposer finement ce dont ils ont besoin. Donc, de ce côté-là, c'était Ubicast, on a fait comme ça. Pour Big Blue Button, forcément, on a été obligé de faire des tutos à part. Et notre collègue, c'est le collègue qui s'est attaché à ça. Et bon, pour le reste, Teams, pareil, il y avait des formations qui ont été données. Et voilà. Zoom, chez nous, en fait, on n'a pas installé Zoom pour le moment, mais beaucoup se sont achetés l'outil eux-mêmes. Hein. Et donc, ont utilisé Zoom pour eux-mêmes. Et donc, ils se débrouillaient seuls. Nous, on n'avait pas de support là-dessus. J'ai une petite question. Oui. Même deux, et puis après, je vais faire quelques réflexions. Combien de personnes êtes-vous pour cet accompagnement? Et combien en audiovisuel, combien éventuellement en aide à la pédagogie? Alors, nous, on est un service de 4 personnes, donc avec notre responsable Jean-Yves Poitras. C'est nous, globalement, qui accompagnons autour de ces outils. Il y en a aussi 3 enseignants qui ont été détachés dans notre service. Donc, eux, ils nous aident également. Alors, non pas pour l'accompagnement des outils, hein, c'est plus au niveau de l'accompagnement pour la plateforme pédagogique. Donc, on parle de cours quand on parle des enseignants. Eux, ils apprennent la pédagogie avec les outils. Donc, globalement, on est 4 personnes pour nos 3500 étudiants. Et le service audiovisuel compris ou c'est une entité? Non, le service audiovisuel, c'est un autre service. Donc, le service logistique qui est à part. Et donc, eux, ils sont vraiment plus axés sur l'événementiel et les colloques, par exemple. Donc, en gros, ils ne viennent pas nous aider dans ce format, dans cet accompagnement. Eux, de leur côté, ne s'occupent que d'un événementiel. Nous, on a eu de notre côté, on a utilisé l'outil Ubicast avec le SKUO IP pour une inscription en ligne. Et donc là, c'était vraiment, le service est venu avec nous, Monsieur Philippe Fricot est venu avec nous, pour pouvoir utiliser la Mirisbox dans le cadre de cette inscription. Alors, ça se passait comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait une vidéo qui a été déposée et qui présentait les différents services. Et sur le côté, il y avait donc plusieurs petites vidéos qui ont été faites pour chaque composante. Et à côté de chaque vidéo, il y avait la fenêtre d'annotation. Et pour chaque fenêtre d'annotation, il y avait un modérateur. Et tout ça, c'est le service vidéo qui s'est occupé de tout ça. Juste une petite question. Je voyais les chiffres. C'est quoi la capacité de stockage du média serveur? Et est-ce que c'est du cloud ou c'est chez vous en interne? Alors aujourd'hui, on a eu, donc jusqu'à présent, on était chez OVH, donc en cloud, ce qui était proposé par Ubicast. On a 44 terras oui, je crois que c'est ça, c'est 44 terras de disques durs et d'espace. Et actuellement, on est en train de travailler pour l'internalisation de tous nos serveurs directement chez nous. Je rebondis, c'est une tendance qu'on a vue l'été dernier, ou en tout cas en 2020,
beaucoup de déploiements en cloud, même si finalement notre client, nos utilisateurs avaient la capacité d'internaliser parce qu'il fallait aller vite, il fallait que ça marche du jour au lendemain. Et le cloud chez Ubicast, bon, en gros, ça va vite, quoi. On n'a pas à déployer, à installer des choses, parce que ça demande un peu de coordination. Bon, c'est pas compliqué, hein, c'est juste un peu plus, ça prend un peu plus de temps. Et on voit cet été qu'on a pas mal de ces clients qui rapatrient en fait chez eux en interne. Je pense notamment aux universités, parce que comme vous avez souvent des labos de recherche, vous avez des data centers, vous avez une grosse fibre Ethernet qui passe, donc il n'y a pas la problématique ni des serveurs, ni de la bande passante, ni de la bande passante. Donc du coup, ça fait du sens. Et nous, on est capable des deux chez Ubicast, c'est-à-dire de le déployer chez vous ou alors d'utiliser un cloud qu'on infogère. Et on se base, nous, sur un fournisseur souverain qui est OVH. Donc voilà, on en est fiers aussi. Alors même s'ils se sont fait une mauvaise pub il y a quelques mois, tout va bien. Et on a des bonnes mesures pour contrer ce genre de problème si malheureusement d'aventure ça nous arrive. Alors, juste pour compléter là, parce qu'il y avait une question de Rémi Dupuis sur ce sujet, donc j'en profite, parce que du coup, par rapport aux 12 000 vidéos et quel coût de stockage, donc il y avait quel coût de stockage, je ne sais pas si tu l'as dit, si quelqu'un l'a dit à peu près. Non, je n'ai pas donné de coût de stockage, ça c'est du côté des SI, même si j'ai une petite idée. C'est plus, si vous avez besoin d'avoir le coût de tous ces équipements, je vous conseille d'aller vous adresser à la DSI. C'est eux qui connaissent ça. Et la pérennité des médias, la deuxième question de Rémi Dupuis de Toulouse. C'était quoi? La pérennité des médias, du coup. Alors ça, c'est une autre problématique, la pérennité des médias. Et c'est actuellement notre grande conversation entre la DSI et tous les services parce que justement, il va y avoir une grande réflexion là-dessus sur l'archivage, la conservation de ces données dans le temps et si par exemple un enseignant devait partir, comment ça devrait se passer. Donc, c'est en grande conversation. Actuellement, on a encore du temps pour y réfléchir. Le stockage nous le permet. Mais voilà, c'est vraiment c'est un grand sujet et c'est un sujet important. Pour nous, pour parler de notre expérience, donc les serveurs sont en interne. Bon, pour être franc et sincère, il a fallu aller pleurer pour qu'on nous augmente notre capacité. Voilà, même si politiquement on nous suivait et c'était une priorité, il fallait quand même aller pleurer pour qu'on nous augmente les capacités. Alors, on n'est pas du tout à 40 Tera, on est beaucoup moins. Bon, s'il y avait beaucoup plus, je pense qu'ils nous auraient ouvert, mais il a fallu sans cesse aller demander de l'espace qui, toutes les semaines, augmentait. Et sur la pérennité, il a été décidé, je crois qu'on en est là, de supprimer tout ce qui a été enregistré et que les enseignants, éventuellement, s'ils veulent garder leur contenu qui les concerne, les conserveront, mais qu'on va repartir presque à zéro à partir de la rentrée. Et puis, il y a une autre problématique aussi, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des enseignants qui travaillaient seuls, qui travaillaient chez eux, et donc qui enregistraient chez eux. Donc là, c'est des médias qui nous échappent un peu, qui arrivent, qui viennent gonfler les choses. Et puis, il y a une problématique plus large aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est Moodle, on a des enseignants qui ont dit les oraux, on ne les fait pas, mais faites-les vous-même. Donc, avec votre smartphone, on s'est retrouvé avec une masse énorme. Le dernier Samsung, là, il va filmer en 8K. Je veux dire, 25 minutes, c'est énorme. Donc, je pense qu'il va falloir éduquer et puis mettre des outils et puis mettre des procédures de poids de fichiers, etc. Parce que le numérique, c'est super, mais là, on va être débordé quoi, en termes de stockage. J'ai quelques feedbacks par rapport à ça, d'expérience. Premier point, je rebondis directement sur ta dernière phrase, Christian. Dans la plateforme Ubicast, on peut mettre un quota de stockage par utilisateur. Donc, typiquement, si on veut limiter les enseignants pour pas qu'ils ce soit des trucs farfelus, on peut leur donner un quota. Maintenant, dans les politiques d'effacement de contenu, c'est une vraie question. Et là, je vous rejoins. Et il y a pas une seule vraie bonne réponse. Il y en a une par établissement. Mais il faut la mettre sur le papier et la formaliser, cette réponse. Celle que j'ai vue,
On a un client aux Pays-Bas, il enregistre tous les cours magistraux, ils enregistrent des kilomètres de vidéos. Eux, leur politique, c'est de dire au bout de 2 ans, bram, table rase, on efface tout. On a d'autres clients qui ont des contenus, ils veulent absolument les garder parce qu'ils ont une valeur dans le temps. Et donc, du coup, il y en a certains qui le gardent et certains qui les effacent. Maintenant, quand tu es sur l'autocaptation des enseignants, petit tuyau, il faut leur dire, faut pas leur dire, il faut leur dire, on va tout effacer, lesquels voulez-vous garder? Parce que si vous leur dites, lesquels voulez-vous effacer, ils vont pas répondre. En fait, ils vous répondent pas. En fait, il faut qu'il y ait une notion d'urgence et de coup de pression, en gros. C'est on va effacer, lesquels voulez-vous garder? Et là, hop, 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 vite, 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 il va aller voir celles qui valent vraiment le coup d'être gardées. Voilà, ça, c'est le petit tuyau. Et effectivement, ça a été la débrouille, ça nous est tombé dessus, etc. Mais moi, je crois, et je le dis depuis des années à Jean-Marie, il faut un accompagnement. Quoi qu'il arrive, on est des fois parti sur des autos-enregistrements, des salles en self, etc. Pour moi, ça ne marche pas, ne serait-ce que positionner un micro, une bonne résolution de l'ordinateur pour le PowerPoint, etc. Enfin, je veux dire, voilà, il faut un accompagnement. Et nous, on a fait, en plus, les outils le permettent avec les interfaces web, etc., on avait un espèce de gros PC, poste de contrôle, hein, pas un ordinateur, une espèce de QG, quoi, et on visualisait tous les postes qui étaient enregistrés, enfin, les salles. On avait mis via un réseau de Dante, etc., un petit enceinte, on pouvait parler à l'enseignant qui était dans son box, etc. Et ils avaient vraiment l'impression d'avoir toujours quelqu'un. Voilà. Maintenant, quand je parlais j'ai ma casquette événementielle un peu aujourd'hui, là, quand on fait de l'événementiel, que ce soit avec Ubicast ou autre chose, il faut de la rigueur. Il faut de la rigueur. Et quand on fait de l'événementiel, c'est de l'anticipation, c'est de la régie, c'est du planning, etc. Donc, il faut une super… si on veut faire des choses de qualité, voilà. Les cours, effectivement, quelque part… Il y a un côté arrache, je suis d'accord, l'enseignant arrive, l'enjeu est peut-être pas énorme, mais l'événementiel, on touche un public plus large, il y a de l'enjeu sur un colloque international, etc. Donc, il faut de la qualité. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord travailler les captations d'images, de la captation de son. Il faut travailler sur les plannings, sur la com, sur les visuels, sur les PowerPoint, 16 neuvième, 4 tiers, quelle résolution de l'ordi, etc. Et là, l'accompagnement, il est encore plus important. Maintenant, quand on fait le bilan, est-ce que ça va durer ou pas, cette histoire d'hybride, de distanciel, etc. Bon, je crois que les enseignants, ils en ont plein les bottes, et les étudiants aussi. Pendant un an, là, il y a souffert. Donc, je pense qu'on va avoir une année où, en tout cas, on va avoir besoin de se voir, etc. Après, on verra. En revanche, l'événementiel, c'est sûr que ce côté distanciel va perdurer. D'ailleurs, il y a déjà le côté économique, hein, faire venir 3 conférenciers du Portugal, du Brésil ou d'ailleurs, ou même de Toulouse. Il y a du billet d'avion, pour 1 heure Donc ça va exister. Donc c'est à nous de trouver les moyens pour que qu'on soit dans l'événementiel à distance, mais de qualité. Et donc là, du coup, il faut de l'image, il faut du son. Et je me bats pour ma petite chapelle, mais l'audiovisuel retrouve une vraie place. Voilà. Mais c'est important ce que tu dis, Christian, parce que du coup, on a justement des réactions dans le chat, que ce soit de Guillaume qui nous dit qu'on a de plus en plus de demandes d'avoir des vidéos de plus en plus léchées, de qualité. Donc, c'est vraiment un retour qu'on retrouve, nous, dans nos services audiovisuels. C'est-à-dire qu'au départ, on partait sur du webinaire, c'est pas grave. Et puis, de plus en plus, quand même, on a soit un côté hybridation entre le Zoom, tu parlais, et puis nos plateaux. Et on demande des trucs de plus en plus léchés. Et du coup, il y a aussi ce retour d'un de nos collègues qui dit, bah oui, voilà, Rennes, vous avez quand même les moyens techniques de bosser. Vous avez quand même un vrai service audiovisuel et c'est super parce que tu l'as porté avec du monde. Mais que les moyens, il y a d'autres unités où ils se débrouillent à 2, 3 dans l'événementiel. Donc, c'est important
que les universités priorisent aussi voilà, ces boulots. C'est l'image et le rayonnement de l'université en dehors de ses murs. Ces colloques, c'est l'image que tu donnes aux conférenciers qui viennent de Sao Paulo au Brésil et tout. Donc effectivement, il faut pas lésiner là-dessus parce que c'est ce qu'on transmet à l'extérieur des murs, quoi. D'accord. Non, mais voilà, c'est vraiment intéressant parce que justement, on a redécouvert, donc c'est ce que dit Guillaume aussi dans le chat, ouais, on a redécouvert un peu l'audiovisuel, entre guillemets, quoi. C'est vrai que, et tant mieux, mais bon, ça reste des liens à faire avec les DSI. On a bien vu aussi comment on doit se coordonner, comment toi tu travailles avec la fibre, Christian, et que ça apporte un plus. Enfin, tu vois, ça aussi, c'est génial parce que tu as moins besoin de personnes, tu as des gens dans des espaces. Bon, Non, 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 ça n'engendre pas une diminution de personnel. On dispatche les choses, mais c'est pas du personnel en moins. C'est juste qu'on peut aller plus loin, et et on transporte beaucoup d'informations sur des grandes longueurs. Mais en termes de personnel, ça ne change pas. Une réal a toujours besoin de cadreurs. Et puis, il y a toujours besoin d'encodeurs, et il y a toujours besoin de... Non, non, voilà. La fibre, c'est juste un moyen pour aller plus loin et transporter des choses importantes, des signaux importants. Mais ça ne résout pas les problèmes de personnel. Enfin, ça ne réduit pas le personnel. donc, du coup, bah, c'est vrai que là, aujourd'hui, bon, on va devoir un peu finir ces webinaires. Et je remercie à tous vos commentaires là, que je vous laisse lire aussi, vos conférenciers, parce que vous avez tous les commentaires de tout le monde qui parle de ça. En fait, c'est clair. Hein, aujourd'hui, les universités, bah, voilà, il faut qu'elles nous donnent les moyens humains et techniques de poursuivre cette belle dynamique, de voir comment on crée ces liens pour ceux qui ne l'ont pas entre la DSI et les équipes aussi pédagogiques pour les vidéos autour de la pédagogie. C'est tous les sujets d'Anstia que vous pourrez retrouver d'ailleurs au séminaire Fun le 29 et 30 juin. Donc, je parle de ça parce que justement, on va animer un atelier qui va parler de comment on collabore sur le scénario. Donc, voilà, entre les ingénieurs pédagogiques et les audiovisualistes, comment on va travailler là-dessus. Donc, il y a plein d'ateliers qui va se faire pendant le séminaire Fun. Je te laisserai conclure. Hein, Jean-Marie, j'annonce 2-3 trucs. On a une démonstration de l'ATEM Mini, donc un nouveau partenaire avec Blackmagic d'Anstia, donc le 17. Donc, pas raté. Là, on est content d'avoir cette démo. Et on a donc le Pédago Talk, c'est le Pédago Lab qu'on avait en distanciel et qui va se faire en présentiel, on l'avait, et maintenant il va se faire en distanciel le 22 juin. Donc, je te laisse annoncer certains trucs, Jean-Marie, avant de partir. Merci beaucoup. Je partage mon écran, je reviens ici. Tac. Alors ouais, je voulais juste vous donner 2-3 infos pour terminer. C'est que nous, on est très heureux. On a ce partenariat qui marche bien avec Lancia depuis très longtemps et on fait depuis 4 ans maintenant, 5 ans, des offres pour les membres de Lancia chaque année. Donc cette année, en fait, on a une offre pour les nouvelles licences média serveurs, donc les gens qui voudraient s'équiper de notre plateforme vidéo et qui sont membres de Lancia ou qui souhaitent le devenir, hein, parce que c'est aussi le partenariat va dans les deux sens. Ça permet aussi de faire rayonner l'association, on en est très heureux. On a aussi quelque chose sur le sous-titrage automatique, notamment la deuxième licence quand on veut les traduire, parce que ça peut faire sous-titrer en français, mais derrière, si on rajoute une licence, on peut traduire et avoir le sous-titre en français et en anglais, en fait. On peut rajouter des langues. Et puis, pour l'aspect box, eh bien, là, on propose d'ajouter des tally lights, donc les petites lumières rouges on-air qui permettent de dire et donc de signifier au prof qu'il est effectivement en train d'être enregistré. Parfois, ça sert. Ils aiment bien le savoir, garder la maîtrise. Et juste, c'est un peu vaniteux, mais je me le permets. Je voulais juste faire présenter un tout petit peu ce bilan de l'année dernière. On a 12 établissements qui ont bénéficié de notre offre Ubicast Anstia. Mais en gros, c'est 200 000 euros hors taxes d'économies réalisées par les établissements qui en ont profité. Et moi, je suis très heureux de ce partenariat et j'ai envie qu'il dure.
parce que j'ai l'impression, et j'espère que je me trompe pas, que c'est du gagnant-gagnant et pourvu que ça dure. Dernière info, c'est Moodle, hein, c'est un chiffre qui est issu de notre enquête. Moodle qui est largement utilisé dans l'enseignement supérieur public. Encore une fois, c'était le cadre de cette étude français. Eh bien, du 5 au 9 juillet, il y a le Moodle Moot. Et voilà, juste pour vous dire qu'Ubicast sera sponsor Platinum de l'événement, donc vous pourrez nous retrouver là-bas. Et on a des petites annonces sympas à faire cette année. Donc, pour ceux qui sont intéressés par ces thématiques, n'hésitez pas à venir nous retrouver sur une des tables, sur notre table Global, parce que je crois qu'il y aura des tables Global ou dans notre espace sur le Moodle Moot, dans notre cours, on pourra faire des démos du plugin et aussi vous partager toutes ces petites news qui arrivent début juillet. Voilà. C'était tout pour moi. Un grand merci à tout le monde et à mes intervenants qui se sont joints à moi, Maxime, Christian, merci à vous. Nous, merci, hein. De toute façon, tu sais bien, Jean-Marie, c'est la première pierre à l'édifice de la première convention en partenariat qu'on a fait. En fait, c'est avec vous. C'est vrai. Ça fait un moment. Mm. Et maintenant, on en fait d'autres et on est super ravis de cet échange. Et comme disait Christian, ce qui est agréable, c'est de pouvoir voilà, échanger dans la pratique et qu'il y ait quelque chose qui se passe derrière. Donc, dans cet échange voilà, c'est donnant-donnant, quoi. C'est-à-dire que nous, on a des besoins et puis ils sont écoutés. Enfin, et ça, c'est important. Ravi que ça transparaisse de nos échanges. Ça transpire de nos échanges, c'est super. Ouais, tout à fait, tout à fait. Oui. Merci et à très vite on se tient pour un prochain webinaire. Merci à Christian beaucoup, merci à Maxime pour votre intervention précieuse. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir.